Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'actualité dont voici le sommaire. L'appui de la communauté internationale en matière de justice traditionnelle cache des agendas politiques, estiment certains participants à la 48e session du Conseil des droits de l'homme et de l'ONU tenue au cours de cette semaine à Genève en Suisse. Ces derniers demandent à ce Conseil de garder en place un mécanisme indépendant qui assure les enquêtes et surveille la situation des droits de l'homme au Burundi. Au sommaire également, le président de la République n'est ni une juridiction ni un organe de révision des jugements. Réaction d'un expert en droit après que la porte-parole du président de la République, Evelyne Butoyi, ait annoncé que désormais le président Évariste Ndayishimiye va recevoir les jugements achevés qui ont été caractérisés par une injustice notoire. Et les habitants du quartier Ruziba, dans la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura, réclament auprès de l'État leurs parcelles actuellement transformées en cimetières. C'est au moment où une partie de ces parcelles a été viabilisée et remise aux propriétaires. Les détails dans quelques secondes. Merci encore d'avoir choisi la radio publique africaine. L'ancien sous-officier ex-FAB Dino Dometo de Manirambona, que nous avons mentionné dans notre édition antérieure et qui venait de passer presque une semaine sans trace, se trouverait incarcéré dans le cachot du service de renseignement de Bujumbura, selon les informations qui nous parviennent. Cet ancien militaire avait été arrêté le 5 septembre de cette année à Mutakura, zone Chibitoke, en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Il avait par la suite été embarqué dans un véhicule de type pick-up, à bord duquel se trouvaient des militaires en cagoule. Les motifs de son arrestation restent toujours non élucidés. Et en page des droits de l'homme, Andi Bonerakure de la zone Maramvia a été torturé par ses compères le lundi dernier en zone Maramvia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Accusé de consommer la boisson prohibée pendant les heures de patrouille, certains des Imbonerakure de cette zone disent qu'il s'agit plutôt d'une persécution notoire à l'endroit de leurs camarades. Le point avec Emmanuel Nyungeko. La nuit de lundi dernier, un Imbonerakure d'Inodaro Nshimirimana, alias Kadoyi, est tombé dans les mains des autres Imbonerakure de la 13e transversale de la zone Maramvia, en commune Mutimbuzi, de la province Bujumbura, en patrouille. Selon nos sources, parmi les Imbonerakure de la zone Maramvia, le nommé Aloïs Nshimirimana, dit Kadoyi, vivait de la boisson dite Ugwagwa pendant que les autres étaient en pleine patrouille. Il a été ensuite accusé de consommer une boisson prohibée. Il patrouille toute la nuit, vêtu de longs manteaux et muni de bâtons. Ils l'ont trouvé en train de boire un vin de banane dit Ugwagwa dans un gobelet et l'ont accusé de boire de la boisson dite Umudiringi. Mais ici, dans notre localité, la boisson dite Umudiringi n'existe nulle part. Peut-être qu'ils avaient une dent contre lui. Ils l'ont obligé de leur donner 50 000 francs burundais. Mais ils ne pouvaient pas avoir cette somme. Aloïs Shimirimana, surnommé Kadoyi, a été battu à l'aide d'un fer à béton chauffé au rouge et sa partie derrière a été plus touchée. Il ne peut ni asseoir ni marcher, il reste allongé au lit. Les sources de la RPA parmi les Imbonerakure de la zone Maramvia indiquent que le groupe qui l'a torturé était composé par David Karikunzira Dimuntu, chef de la cellule Buhomba, le responsable du parti CNDD-FDD. Dans la même localité, Emmanuel Konisro Sobriquet de Maniga, le nommé Bigirimana, surnommé Bakweta, chef des Imbonerakure dans la même cellule de Buhomba, ainsi que le prénommé Albert Digisimba, qui serait parmi l'équipe des Imbonerakure qui assure la sécurité du président de la République. Deux parmi les quatre qui sont accusés d'avoir torturé cet Imbonerakure ont été arrêtés par la police ce jeudi et sont actuellement détenus au cachot de la commune Mutimbuzi, tandis que des autres sont toujours recherchés.
La victime bénéficie pour le moment des soins. Les prénommés Albert Di Gisimba et Emmanuel surnommé Maniga ont passé la nuit au cachot de la commune, tandis que David et le nommé Bigirimana Di Bakweta sont en cavale. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Christophe Maregueya, le chef de la colline 13 en zone Maranvia, mais en vain. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Toujours en page des droits de l'homme, l'organisation Human Rights Watch demande au Conseil des droits de l'homme et de l'ONU de garder en place un mécanisme indépendant qui assure les enquêtes et surveille la situation des droits de l'homme au Burundi. Au cours d'une conférence du Conseil des droits de l'homme et de l'ONU tenue au cours de cette semaine à Genève en Suisse, le représentant de Human Rights Watch a fait savoir que des violations graves des droits de l'homme, dont les meurtres, persistent encore au Burundi. Et si John Fisher a cité les corps sans vie qui ont été découverts sur la rivière Rusizi, présentant des signes de torture. Suivez à ce propos John Fisher, représentant de Human Rights Watch au Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit cette semaine à Genève pour discuter la situation grave en Burundi. Un rapport publié hier par une commission d'enquête de l'ONU souligne le fait que malgré un nouveau président, les violations des droits humains continuent, y compris les meurtres, les disparitions forcées et la torture, aussi documentées par Human Rights Watch. Depuis août 2020, Human Rights Watch a reçu des signalements de dizaines de corps échoués sur les berges de la rivière Rusizi dans la commune de Buganda, dans la province de Chibitoke. Dans de nombreux cas, il est impossible de vérifier l'identité des morts et la cause du décès, mais plusieurs habitants locaux ont transmis des photos à Human Rights Watch où on décrit les corps montrant des signes de torture, des plaies par arme blanche ou des plaies par balle, et avec les bras liés dans le dos, suggérant des exécutions. Dans de nombreux cas, ils ont expliqué que les corps ont été enterrés par les membres des Imbonerakure, les agents de police, ou les responsables administratifs locaux, sans qu'une enquête soit menée. Il est primordial que le Conseil des droits de l'homme garde en place un mécanisme fort pour assurer la documentation, la surveillance et le rapport public sur la situation dans le pays, en mettant l'accent sur la justice et l'obligation de rendre des comptes. Certains participants à la 48e session du Conseil des droits de l'homme et de l'ONU ont salué ce jeudi le renforcement du pouvoir judiciaire et la lutte contre l'impunité prônée par le rapporteur spécial Fabian Salvioli. D'autres, en revanche, estiment que l'appui de la communauté internationale en matière de justice transitionnelle cache des agendas politiques des donateurs. Emile Nilassoum. S'il est important que les pays en transition respectent l'obligation de tenir pour responsables les auteurs de violations graves, le soutien de la communauté internationale doit être déconnecté de l'agenda politique des donateurs. C'est en substance ce qu'ont déclaré ce jeudi certains participants à la 48e session des droits de l'homme de l'ONU. Selon eux, le rapport présenté par le rapporteur spécial Fabian Salvioli contenait des allégations infondées, mal informées, sans fondement et présomptueuses. Ils ont rejeté ces allégations. Ils ont exhorté le rapporteur spécial à faire preuve de diligence raisonnable. Ils ont déclaré que la reproduction ou l'imposition de modèles pénaux dans le cadre des processus de justice transitionnelle sans tenir compte du contexte national n'était pas recommandée. Après un rapport thématique sur la responsabilité, le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition présentait également deux autres rapports de suivi sur les visites précédentes en Tunisie, en Uruguay, en Espagne, au Royaume-Uni, au Sri Lanka et au Burundi. Certains intervenants ont salué de leur côté le rôle du rapporteur spécial Fabian Salvioli dans le renforcement de l'état de droit et dans la lutte contre l'impunité. Ils ont souscrit à la conclusion selon laquelle la portée principale du devoir de responsabilité des États dans le cadre des processus de transition était l'obligation juridique de poursuivre et de punir les violations graves. Ils ont apprécié les recommandations visant à garantir que les violations graves des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire n'ont resté pas impunies, garantissant le droit à la vérité pour les victimes et leurs familles, l'accès à la justice et à la réparation, ainsi que des garanties de non-répétition. Ils ont encouragé les États à mettre en œuvre ces recommandations.
Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. Le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye, à l'image de celui de son prédécesseur, a jusqu'ici refusé de collaborer avec la commission onusienne d'enquête sur la situation des droits de l'homme. À la fin de cette 5e année d'enquête, les experts de l'ONU brossent un tableau encore noir de la situation qui prévaut au Burundi depuis l'accession au pouvoir par Ndayishimiye. Josiane Muzaneza revient sur quelques éléments du rapport. Des exécutions, disparitions forcées, arrestations et détentions arbitraires, actes de torture et mauvais traitements sont les principales violations commises au Burundi, relevées par la commission onusienne d'enquête sur le Burundi depuis l'investiture d'Évariste Ndayishimiye le 18 juin 2020. Sur base de 170 entretiens faits au cours de la dite période, les experts de l'ONU notent comme principales victimes des personnes suspectées d'être impliquées dans les attaques armées ou de collaborer avec des groupes rebelles, dont des membres de l'opposition, surtout du parti CNL. Des militaires ex-FAB, des rapatriés et certains de leurs proches ont été aussi victimes de ces exactions. Dans ce rapport clôturant la 5e année de travail des enquêteurs de l'ONU, les agents du SNR, des Imbonerakure et policiers, surtout du groupement mobile d'intervention rapide, reviennent comme auteurs des différents crimes dont sont victimes les Burundais. Et ces experts onusiens de préciser que l'État burundais est en grande partie responsable de cette situation. Pour les violations commises par les policiers, les agents du SNR, mais également par certains administratifs, l'État burundais peut en être tenu responsable. Il peut aussi être tenu responsable, ajoutent ces enquêteurs, des actes commis par les Imbonerakure sur instruction d'agents de l'État. Pour n'avoir pas diligenté des enquêtes nécessaires et entamé des poursuites effectives contre les auteurs des différentes violations, l'État burundais engage sa responsabilité en matière de protection des droits de l'homme. En plus de ces crimes qui affectent l'intégrité physique des Burundais, le rapport n'oublie pas de mentionner les violations des droits sociaux et économiques dont sont également victimes les Burundais déjà paupérisés. Malgré les tentatives de la commission onusienne d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi d'instaurer un dialogue avec les autorités burundaises, le gouvernement Ndayishimiye n'a jamais répondu officiellement, lit-on dans ce rapport, aux correspondances de la commission. Et la dernière correspondance date de janvier de cette année. Merci à toi, Josiane Muzaneza. Doudou Diène souligne que la commission fait une lecture de la situation burundaise semble en quelque sorte à celle du Conseil de sécurité de l'Union européenne. Dans une interview accordée à la RPA, le président de la commission interpelle tous les acteurs de la scène burundaise d'assumer les responsabilités. Suivez Doudou Diène. Nous avons mis comme point de base que les élections qui ont eu lieu donnaient l'occasion aux autorités burundaises de transformer la situation de la persistance des violations des droits de l'homme à la fin, à l'élimination des violations des droits de l'homme. Mais nous concluons qu'il y a une persistance. Nous avons indiqué ça et nous avons fourni l'instrument absolument fondamental des facteurs de risque en indiquant que ces facteurs de risque persistent. Et les facteurs de risque sont une feuille de route. Le Conseil de sécurité, en décidant même de déplacer la question du Burundi de son agenda comme point spécifique en l'inscrivant dans le rapport du secrétaire général, a reconnu la persistance. L'Union européenne, même en évoluant dans son analyse de la situation au Burundi, et légitimement, a quand même reconnu la persistance des violations des droits de l'homme. Maintenant, il appartient à chaque acteur de la scène burundaise, autant le gouvernement que la société civile interne et externe, les institutions régionales et sous-régionales, les partenaires du Burundi sur tous les plans, que chacun assume sa propre responsabilité. L'enquêteur de l'ONU insiste sur le rôle de la communauté internationale, disposant des données claires sur la situation de violation grave des droits de l'homme au Burundi, Doudou Diène rappelle l'obligation de protection des peuples de l'ONU. Encore une fois, Doudou Diène, président de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Nous attirons l'attention de la communauté internationale sur la profondeur historique des violations des droits de l'homme au Burundi et dans la région. Cela veut dire que les violations des droits de l'homme s'inscrivent dans le temps long de l'histoire. C'est très profond. Cela veut dire que les violations des droits de l'homme ne peuvent pas être arrêtées du jour au lendemain, ne peuvent pas en tout cas être traitées dans un temps court. Et que la communauté internationale doit inscrire sa position sur ce temps long-là. Et nous avons attiré l'attention sur le fait que cette profondeur historique a créé une culture de violation des droits de l'homme politique. Et que donc, ça signifie sur ces deux bases-là que la communauté internationale, sa position doit être basée à la fois sur l'obligation de protection qui a été formulée par les Nations Unies de protéger les peuples de toute violation des droits de l'homme, mais également sur son devoir de protection
des populations et d'utiliser les instruments internationaux qu'il a élaborés et les mécanismes qu'il a mis sur place. Maintenant, c'est la communauté internationale de prendre sa décision. Je dois dire que le fait que la commission ait été renouvelée sur sa 5e année est un fait exceptionnel. Les commissions d'enquête durent 1 an, 2 ans au maximum. La seule qui a duré un peu plus longtemps, c'est la Syrie. Cela signifie que la communauté internationale estime que la situation du Burundi nécessite ce suivi-là, l'attention de la communauté internationale. Après cette petite pause, nous parlons justice. Le président de la République n'est ni une juridiction, ni un organe de révision des jugements. Réaction d'un expert en droit après que la porte-parole du président de la République, Evelyne Butoyi, ait annoncé que désormais le président Evariste Ndayishimiye va recevoir les jugements achevés qui ont été caractérisés par une injustice notoire. Sur base de la constitution du Burundi, Maître Gustave Niyonzima explique que l'organe exécutif ne devrait pas s'immiscer dans le judiciaire. Suivez Maître Gustave Niyonzima. De prime abord, je commence par dire que c'est un communiqué époustouflant et indigne si l'on s'en tient au principe de la séparation des pouvoirs consacrés par la Constitution et par les conventions internationales ratifiées par le Burundi. C'est une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Conformément à l'article 93 de la Constitution, le président de la République est le chef du pouvoir exécutif. Il est assisté dans ses fonctions par un vice-président de la République. Donc, n'en déplaise le rang de chef d'État qui lui confère le statut de magistrat suprême, c'est uniquement pour la bonne administration de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Néanmoins, le président de la République n'est ni une juridiction ni un organe de révision des jugements. Car, conformément à l'article 210 de la Constitution, les jugements sont uniquement rendus par les cours et tribunaux, ainsi que leurs appels et cassations. C'est uniquement le juge via un tribunal ou une cour qui a la prérogative et la compétence de rendre des jugements. Conformément à l'article 214 alinéa 2 de la Constitution, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi. Qui plus est, l'article 214 alinéa 1er de la Constitution renchérit en exigeant que le pouvoir judiciaire est indépendant et impartial du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Toujours en page des droits de l'homme, les membres de l'Union chrétienne pour l'éducation et le développement des hérités plaident pour la libération du fondateur de cette association qui totalise maintenant plus d'1 mois incarcéré à la prison centrale de Gitega. Les preuves que la RPA détient de la part de ses membres démontrent que l'arrestation et l'incarcération de leurs leaders ont été émaillées d'irrégularités. À l'origine, un coup monté par le bureau exécutif de la dite association. Le point avec Francine de Mahor. Co-fondateur de l'Union chrétienne pour l'éducation et le développement, ICDD répond au nom d'Innocent Mawikizi. Les informations en provenance des membres de cette association indiquent qu'il a été arrêté en date du 23 juillet par 3 hommes qui se déclaraient émissaires du service national des renseignements de la mairie de Bujumbura en compagnie d'un officier de la police judiciaire. Selon les mêmes informations, ces hommes ont conduit Innocent Mawikizi au parquet judiciaire de Gitega pour audition avant de l'incarcérer au cachot d'Ibomani dans la même province. Les membres de l'ICDD qui se sont confiés à la RPA faut également savoir que la destitution d'Innocent Mawikizi le 23 mai 2021 au poste de directeur national de l'association a précédé son emprisonnement. Une destitution contestée par les membres de l'ICDD qui faisait valoir que cette prérogative ne revient qu'à l'Assemblée générale. C'est cette contestation qui poussa le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'adresser une correspondance à la représentation légale préconisant la tenue d'une assemblée générale pour le bon fonctionnement de la dite association. Les membres de l'ICDD pro Mawikizi indiquent qu'au moment où ils ont présenté au parquet la correspondance du ministre, les 3 hommes qui avaient arrêté Innocent Mawikizi se seraient immédiatement éclipsés. De plus, les membres de l'ICDD font savoir qu'ils se sont renseignés sur l'identité de ces 3 personnes auprès du service national des renseignements de Bujumbura, mais que son service a nié
qu'ils étaient ses émissaires. Par ailleurs, les supports audio des appels de l'un des 3 personnes que la RPA s'est réservé de diffuser pour des raisons de sécurité révèlent qu'elle avait reçu des fonds de prise en charge et de séjour à Gitega, ainsi qu'un gage de le montant n'est pas encore connu pour arrêter Innocent Maruikizi. Ces voix révèlent également que son plat avait été mis en point par les membres du bureau exécutif de l'ICDD à la tête duquel son représentant légal Pacherinda Timana et son adjoint Alfred Ahengejeje, également député à l'Assemblée législative de l'EAC. Les membres de l'ICDD indiquent également qu'après être informé qu'Innocent Maruikizi avait été relaxé 2 jours après son incarcération à Bomani, ces autorités se sont précipitées à Gitega et Innocent Maruikizi a été encore une fois placé derrière les barons le 27 juillet. Le commissaire provincial de Gitega aurait ordonné la détention du fondateur de l'ICDD afin de prévenir tout éventuel délit contre lui. Les membres de l'ICDD indiquent qu'Innocent Maruikizi a passé à peu près 3 semaines au cachot de Bomani avant d'être transféré à la prison centrale de Gitega, où il vient de passer plus d'1 mois. Dans nos éditions ultérieures, nous vous ferons part des accusations à charge du détenu Innocent Maruikizi, ainsi que des plaidoyers des membres de l'ICDD. Parlons gouvernance à présent. Différents experts qui ont suivi de près le projet de construction du barrage d'Okajeke demandent au président de la République d'enquêter sur les détournements des fonds Yaroué à partir de l'attribution du dit marché. Cette demande intervient après que le président de la République ait annoncé récemment que les responsables du détournement de ces fonds doivent se préparer au remboursement de tout l'argent volé. Les détails avec Roger Diveremèche. Combien d'argent nous aurait déjà rapporté ce barrage d'Okajeke si tout avait été fait comme il faut? Nous avons non seulement débloqué beaucoup d'argent, mais nous avons été obligés de suspendre toutes les activités agricoles qui s'y déroulaient. Et tout ça pourquoi? Où est parti notre argent? Et ils osent nous demander de relancer les activités. On ne peut plus cautionner de tels agissements. Soyez mes yeux et mes oreilles. Ce discours a été tenu par le président Évariste Ndayishimiye. Le numéro 1 burundais mettait en garde ce jour-là ceux qui ont volé l'argent destiné à la construction du barrage d'irrigation d'Okajeke situé en province Bubanza. Selon certains experts ayant suivi de près ces travaux, les lacunes ont commencé à s'observer dès le début des travaux. Ils indiquent que Odette Kaitesi, la ministre de l'époque en charge de l'agriculture et de l'élevage, a octroyé le marché d'études de 10 travaux à un expert non qualifié, et cela sans qu'il y ait même eu un appel d'offres. Nos sources révèlent que la ministre Odette Kaitesi a confié cette tâche à un certain Agapit Kabga, un ingénieur en agronomie, au lieu de la confier à un ingénieur en construction. Autre fait sur lequel le président de la République devrait se pencher, selon les mêmes experts, concerne le remplacement de certaines sociétés qui avaient gagné le marché par celles qui n'ont même pas soumissionné. Ainsi, ces experts indiquent que cela n'avait d'autre visée que celle de voler l'argent destiné à la construction du barrage d'irrigation d'Okajeke. Nos sources ajoutent aussi que des vols de certains matériaux de construction se sont opérés sur le dit chantier. À titre illustratif, il parle de 10 000 buses retirées de manière obscure du chantier du barrage d'Okajeke, des buses qui auraient servi à la construction du barrage de Djidji Murembwe. Au moment où une buse a une valeur de 120 000 francs burundais, nos sources indiquent que les buses retirées du barrage d'irrigation d'Okajeke ont une valeur d'1,2 milliard de francs burundais. Ils demandent donc que des enquêtes soient également diligentées sur ce cas. L'autre fait relevé par ces experts qui se sont entretenus avec la RPA concerne les indemnisations des propriétaires de terre où a été construit ce barrage. Ici, ils expliquent que cette indemnisation a été caractérisée par des dédommagements illégaux car donnés aux gens qui n'avaient même pas de parcelles. Un acte qui a occasionné des conflits interminables aboutissant au ralentissement du démarrage des activités. Pour ces experts demandent au président de la République de privilégier beaucoup plus les actions aux paroles et de concrétiser ses dires par des enquêtes approfondies. Merci à toi aussi, Eloge Diveremèche. En page société, grogne chez certains habitants de la commune Butihinda en province de Muyinga qui ont investi de l'argent dans la coopérative de Sangwe. Ils indiquent qu'ils n'ont pas bénéficié du bétail promis, encore moins de la récolte des champs cultivés.
Il demande aux responsables de cette coopérative de le rétablir dans leurs droits. C'est le cas avec Louis Seigneur Mungue. L'année dernière, l'inscription à la coopérative Sangwe était conditionnée par le paiement d'une somme de 12 000 francs burundais. Les responsables de cette coopérative avaient promis aux membres de la coopérative du bétail dans le cadre du financement du gouvernement aux coopératives de son développement. Mais ces membres de la coopérative indiquent que ce bétail n'a pas été donné à tout le monde, comme le témoignerait d'entre eux. Nous avons un problème ici dans la coopérative Sangwe de Butihinda alors que nous avons donné des capitaux. Moi par exemple, j'avais déjà donné la totalité des contributions, mais je n'ai pas eu aucun bétail, ni un coq, ni une chèvre et encore moins un porc. À Butihinda, j'ai vu qu'on donnait des porcs et des chèvres. Avec les 10 millions donnés par le gouvernement, on achetait des porcs et des chèvres. Ils ne nous ont pas remis notre argent. Cela signifie qu'ils l'ont bouffé. Nous avons appris que le gouvernement va donner une autre somme d'argent, mais nous n'avons pas d'espoir d'être servis. De plus, ces membres faut savoir qu'ils n'ont pas également bénéficié de la récolte alors qu'ils ont et aussi contribué dans le labour des champs. Nous avons loué des champs en premier lieu, nous avons cultivé des pommes de terre et puis du maïs et du haricot. Certains ont bénéficié de cette récolte, mais nous, on nous a rien donné. Ces membres de la coopérative Sangwe demandent aux administratifs et aux responsables de cette coopérative de régler ce problème. La rédaction a essayé de contacter Fébokal Benguinzi, administrateur de la commune de Butihinda, mais sans succès. Dernière nouvelle de cette édition, les habitants de Ruziba, dans la zone de Kanyosha, en mairie de Bujumbura, réclament auprès de l'État leurs parcelles, actuellement transformées en cimetière. C'est au moment où une partie de ces parcelles a été viabilisée et remise aux propriétaires, tandis qu'une autre partie sera encore de cimetière et dont les propriétaires disent être en possession des documents qui prouvent que les parcelles leur appartiennent. Les détails avec Eloge Cuisine. Il s'agit de 15 familles qui plaident auprès du gouvernement la restitution de leurs parcelles situées à Ruziba. Ces familles indiquent que le gouvernement leur avait déjà affirmé que cet endroit n'était pas réservé pour un cimetière. Mais elles ne comprennent pas en même temps comment cet endroit a été subdivisé. Une partie qui a été bien viabilisée et remise aux propriétaires qui ont même construit des maisons. Une autre partie qui sert toujours de cimetière témoigne l'un des propriétaires de parcelles. Moi, j'ai une parcelle à cet endroit. Nous sommes au nombre de 15 familles. Le problème est qu'ils nous ont confirmé qu'il n'y avait pas de cimetière réservé à cet endroit. S'il est vrai qu'il n'y a pas de cimetière à cet endroit, pourquoi alors on a scindé en deux l'étendue alors qu'il s'agissait d'un seul terrain? Et aussi pourquoi on a viabilisé une seule partie? En plus, on ne nous a pas expliqué combien de temps nous allons attendre avant de récupérer nos parcelles. Ils continuent d'y enterrer les morts, mais dans l'autre partie, les propriétaires y ont déjà construit des maisons. Donc, ce que nous voulons, c'est que les autorités habilitées nous disent à quand nous allons avoir nos parcelles. Indignées, ces familles dont leurs parcelles ont été spoliées disent être révoltées par cette pratique de dépôt de mesures. Vous comprenez que c'est frustrant de voir certaines familles en train de réaliser leurs projets alors que d'autres croisent les bras sans rien faire alors qu'ils défendaient la même cause. Nous possédons les documents du ministère de l'Intérieur attestant qu'il n'y a pas de cimetière à cet endroit, mais ils laissent la population continuer à y enterrer les gens. Que le ministère concerné nous dise si le cimetière de la mairie de Bujumbura reste situé à cet endroit alors qu'il nous avait signifié qu'il va y installer un panneau y interdisant l'enterrement. Notre source de la zone Kanyosha indique que cela fait 4 ans que le problème est posé, mais sans aucune solution. Les propriétaires de ces parcelles demandent au gouvernement de le résoudre une seule fois pour toutes. Merci à toi aussi, Eloge Cuisera. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Et ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onezime Dushimagit.